Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes samedi 14 mars. Merci pour les 6000 vues de la vidéo précédente il y a 3 jours et des échanges aussi avec des personnels de santé qui m'ont confirmé qu'ils n'avaient toujours pas d'équipement. J'ai croisé une infirmière jeudi qui avait un espèce de petit mouchoir en papier avec deux petits bouts de ficelle. Il m'a dit, je fais 60 patients par jour et je le garde toute la journée. Ça sert strictement à rien, ça fait bien, c'est tout quoi. Bon, comme 24 millions de Français, j'ai regardé Macron, qui pour une fois nous a fait plein de compliments. Nous ne sommes plus des illettrés, nous ne sommes plus des alcooliques, des réfractaires, des Gaulois réfractaires. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évité de raconter la vérité. C'est-à-dire, il ne nous a pas parlé des hôpitaux, qui sont complètement débordés. Nous allons décaler toutes les opérations non urgentes. Nous continuerons certainement à soigner les sans-papiers gratuitement. Simplement, personne ne parle de fermer les frontières. Tous les autres pays ferment leurs frontières. Nous ne pouvons plus aller en Italie. En Allemagne, il y a des contrôles aux frontières, du côté de l'Alsace. Et ben nous, c'est toujours frontières ouvertes. Tout le monde vient en France. Et puis voilà, d'ailleurs, même si vous ne vous sentez pas bien, en fin de compte, vous venez en France, comme ça vous êtes sûr d'être soigné grâce à l'aide médicale d'État, la CMU, etc., etc. Enfin bon. Donc nous sommes fiers de notre président. Les avions continuent à venir d'Asie, à débarquer des gens qui viennent d'un continent qui est à l'origine de cette épidémie, de cette pandémie. Enfin bon, quand je disais qu'on navigue à vue, vraiment c'est du grand n'importe quoi. On nous a fait tout un cinéma sur la fermeture des écoles. Les enseignants n'ont aucun élément pour assurer la continuité pédagogique. Lundi, cela promet. J'ai vu encore à midi une personne qui représentait un syndicat d'enseignants sur la région lyonnaise qui nous a dit non, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on n'a jamais testé en grandeur nature, ça va être un peu le bazar. Je me suis vu des médecins qui nous disent on a reçu 50 masques pour la semaine pour un cabinet où il y a 2 médecins et qui a 40-50 malades qui passent dans la journée. Donc on vous fait du cinéma en vous montrant, en vous disant qu'il y a des masques. Oui, il y a des masques. Ouais. Il faut voir quel masque c'est. Enfin, Macron est un menteur par omission. Il parle donc de beaucoup de choses, mais pas des choses qui fâchent. Donc effectivement, afin de limiter la propagation du coronavirus, il vient d'annoncer des mesures parmi lesquelles la fermeture des écoles, des universités. Certainement, cette mesure était indispensable. Mais est-ce que ça suffira toutefois à endiguer l'épidémie sans moyens concrets pour protéger nos soignants, notamment des masques? Il faudra peut-être généraliser aussi les tests de dépistage, contrôler nos frontières, puisque beaucoup de pays le font, mais non. Le président de la République n'a apporté aucune réponse concrète au personnel de santé dévoué sur le terrain. Il leur a fait des compliments, oui, mais qui n'ont toujours pas les équipements nécessaires pour se protéger, en particulier les professionnels libéraux, pourtant en première ligne. Je répète ce que j'ai déjà dit la dernière fois, il y avait 1 milliard d'unités de masques de base, ce qu'on appelle chirurgiens FFP1, et il y avait 700 millions de masques FFP2, les vrais packs de canards qui protègent, et maintenant le stock est inexistant. Quand nos soignants seront-ils équipés pour pouvoir se protéger, d'autre part pour éviter de contaminer leurs patients? Je crois que moi, à Lyon, j'ai appris il y a 2 jours qu'il y avait un chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, pardon, ou Saint-Luc-Saint-Joseph, je ne sais plus, qui est contaminé. Alors ce sont des gens qui soignent, qui sont en contact de malades, et il a peut-être contaminé des infirmières. Et, enfin bon, moi ça ne s'est pas ébruité, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne s'ébruite pas. Hein. Moi je le sais par d'autres infirmières qui travaillaient dans ces services. Hein. Enfin, la Corée du Sud et l'Allemagne ont démontré à tel point qu'avec la politique de dépistage était efficace pour les pays qui n'avaient pas contrôlé leurs frontières dès le début de l'épidémie. Bon, le chef d'État donc n'a pas apporté de réponse précise face au manque de moyens dans notre hôpital public, en particulier concernant la disponibilité des lits de réanimation. Si jamais les cas graves se multipliaient, l'exemple tragique de nos amis italiens montre qu'il faut se préparer au pire pour protéger au mieux les Françaises et les Françaises. D'autant plus qu'aucune mesure préventive n'a été annoncée pour anticiper des éventuelles ruptures d'approvisionnement de matériel et de médicaments
qui sont produits en Chine ou ailleurs en Asie. On en a parlé la dernière fois, 90% des antibiotiques proviennent de Chine. Donc, pour l'instant, on n'a pas tellement tiré les enseignements de cette crise et on n'a pas reconstruit les stocks stratégiques de masques et autres matériels de protection qui sont indispensables. Puis il faudrait éventuellement, bien sûr, relocaliser toutes les fabrications de ce type de produits qui sont stratégiques. Je rappellerai que selon les statistiques du ministère de la Santé, l'hôpital a perdu 5% de capacité de lits, c'est-à-dire en l'espace de 6 ans, 17 500 lits, généralement qui étaient pour la nuit. Alors, les compliments, c'est bien, M. Macron. Il n'y a encore pas si longtemps, vous réclamiez un effort de 1,2 milliard d'euros d'économie sur la masse salariale des hôpitaux. Et aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de fournir à ces gens qui travaillent, au personnel de santé, de les fournir en masques de protection. Vous demandez à du personnel qui a déjà fait 60 heures dans la semaine de faire encore du rab et vous rappelez les retraités de la santé pour venir en aide. Vous êtes tout simplement des incapables à prévoir, à anticiper, à gouverner. En fin de compte, partez. On vous demande de partir vite, vite. Un jour, les gens vont venir vous chercher. Franchement, une telle incompétence à tous les niveaux, c'est scandaleux. L'Europe entière se moque de nous. Alors, on le sait, le courage n'est pas la vertu dominante de la classe politique. Députés, sénateurs auraient peut-être dû se réunir en mars pour parler peut-être du report des municipales. Bon. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose de très très particulier quand on regarde un petit peu les statistiques, les graphiques, etc. Selon les derniers chiffres publiés mercredi dernier, je crois, les courbes des deux pays, la France et l'Italie, en dehors du point de départ, sont effectivement à 9 jours d'intervalle quasi identiques. C'est-à-dire que si cela continue, si on est calqué sur l'Italie, dans 10 jours, on aura plusieurs centaines de morts. Il y a une progression du nombre de décès qui est calqué avec un décalage de 9 jours sur l'évolution en Italie. Et donc les journalistes en Italie, alors je vais vous lire un petit peu un texte, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Les Italiens nous avertissent, ne faites pas les erreurs que nous avons faites. Les journalistes en Italie pour les médias francophones nous disent, nous couvrons depuis les débuts la crise épidémique du coronavirus dans la péninsule italienne. Nous avons pu constater la progression fulgurante de la maladie et avons recueilli les témoignages du personnel de santé italien. Beaucoup nous font part de la situation tragique dans les hôpitaux. Les services de soins intensifs sont saturés. Le triage des patients les plus faibles que l'on sacrifie, faute de respirateurs artificiels. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Donc il y a un décalage spectaculaire. Il est de notre responsabilité, nous disent les journalistes italiens et européens qui sont là-bas sur place, d'adresser un message aux autorités publiques françaises, suisses et européennes pour qu'elles prennent enfin toute la mesure du danger. Tous nous observons en effet un décalage spectaculaire entre la situation à laquelle nous assistons quotidiennement en Italie et le manque de préparation de l'opinion publique de nos voisins pour un scénario admis par l'énorme majorité des experts scientifiques qui aura la même propagation importante, si ce n'est massive, du coronavirus. Hors d'Italie aussi, il n'y a plus rien à perdre. Plus de temps à perdre. Nous estimons qu'il est notre devoir de sensibiliser les populations. Souvent, les retours qui nous arrivent de France ou de Suisse montrent qu'une grande partie de nos compatriotes n'ont pas changé leurs habitudes. Ils pensent qu'ils ne sont pas menacés, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Or, l'Italie commence à avoir des cas critiques relevant de la réanimation et des jeunes de 40-45 ans sont obligés d'aller 15 jours, 3 semaines en réanimation. Il y avait un jeune de 38 ans d'ailleurs qui était en Lombardie. Et puis, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que, quelque part, en cas de pathologie grave, une autre maladie que le coronavirus, vous ne serez pas pris en charge correctement, car il faut laisser de la place pour les gens qui sont contagieux, qui ont le corona. Donc du coup, on va vous décaler vos opérations, et si vous avez, je ne sais pas moi, une crise cardiaque, etc., on ne va pas vous mélanger dans un service où il y a des gens contagieux. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas de coronavirus, vous risquez de mourir parce que vous ne serez pas pris en charge ou mal pris en charge, parce que les gens, malheureusement, vous ne pouvez pas leur demander de travailler 24 heures sur 24. S'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de lit. S'il n'y a pas de respirateur artificiel, il n'y a pas de respirateur artificiel. C'est une chose.
il n'est pas surprenant que deux pays qui ont toute une série de points communs, nombre d'habitants, le climat, connaissent un nombre de cas similaires face à un agent infectieux qui a le même taux de reproduction. Donc ça, c'est M. Gilles Brucker, professeur de santé publique et membre de la direction des relations internationales de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc voilà, je veux dire, c'est pas des trucs que j'ai vus sur Facebook. Bon, quand même. Je reviens sur Madame Buzyn, mais franchement, c'est une visionnaire. Faut pas lui demander les numéros du loto, hein. C'est une menteuse qui nous a dit qu'il y avait des stocks stratégiques de masques quand même, au mois de janvier. L'histoire retiendra que cette ministre a démissionné pendant une pandémie. Je cite, le 20 janvier 2020, le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Ah oui, mais on n'avait pas tous les éléments. Non mais attendez. Les experts m'ont dit que... C'est-à-dire que vous remarquerez que c'est toujours les experts qui... Il y a toujours deux sortes d'experts. Il y a toujours ceux qui disent la même chose que le gouvernement. Ceux-là, on les entend sur les médias. Ils vous disent qu'il ne faut pas rétablir les frontières, etc. Oui, mais les virus ne connaissent pas les frontières. Oui, mais un virus, il est sur une personne. Si cette personne traverse la frontière, eh bien, donc, en France, elle va contaminer des Français qui habitent sur le sol. Voilà. Évidemment que le virus, il ne va pas se balader, il ne va pas être à la frontière italienne, et hop, je saute la frontière, je vais tomber sur un Français. Mais si des gens qui ont chopé le virus en Italie traversent comme tous les jours, on voit des voitures qui rentrent en France, et nous, on n'a pas le droit d'aller en Italie, hein, même pour aller chercher des cigarettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, voilà, les gens, ils ont été contaminés, malheureusement, ils sont contagieux et ils contaminent. Voilà. Pourquoi dans les médias, on vous raconte des bobards en disant le virus ne connaît pas les frontières, ça ne sert à rien de se réfugier derrière vos frontières. Je suis d'accord, mais si les personnes qui sont porteuses du virus traversent, vous avez encore plus de contamination. Enfin bon. Alors, ok, Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir la fermeture des établissements d'enseignement recommandés à la population de limiter ses déplacements et de massivement recourir au travail à domicile. Mais il a fait le début de son discours, heureusement que j'étais assis, hein, j'ai failli tomber, parce que il a lancé une ode au personnel de santé, il a fait de la lèche, hein, parce qu'il en a besoin de ces gens, alors que ça fait 10 mois ou 11 mois qu'ils sont en grève, les services d'urgence. Et écoutez bien ce qu'il nous a dit, je reprends la phrase, mais je n'en croyais pas mes oreilles, sincèrement. Ce que révèle déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables. Quand le destin frappe, ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, a notamment affirmé Emmanuel Macron. Donc pour quelqu'un qui passe son temps à détruire les acquis sociaux, à réduire les budgets, eh ben j'en suis resté bouche bée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis allé sur Internet pour vérifier les paroles que j'avais entendues, parce que voilà. Ouais. Donc, nous, ça fait des années qu'on se bat pour le maintien du service public, pour le maintien d'une retraite par répartition, quelque chose de social, etc. Eux cassent tout, et vous l'entendez à la télé raconter que voilà, que la solidarité nationale, les services publics, la santé gratuite. Ah oui, ah bah sans blague. Enfin bon. Je regarde si j'ai toujours mon petit micro en place. Oui, ça a l'air. Il est toujours bien branché. Je me méfie parce que c'est un piège. Voilà. Je reviens sur les municipales. Oh, la couleur a changé d'un seul coup. Je reviens sur les municipales. Comment dire? Emmanuel Macron, depuis 15 jours, voulait reporter ces élections municipales. Il a été contraint d'y renoncer. Je vous explique un petit peu. Ils savaient qu'il y aurait une abstention record, qu'ils allaient prendre une raclée en marche. Et donc Gérard Larcher, président du Sénat, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, l'ont empêché de décaler le scrutin pour cause de mobilisation contre l'épidémie. Voilà, ils avaient dit, mais comment peut-on dire aux enfants de rester chez eux et aux salariés d'opter pour le télétravail tout en accueillant les électeurs 2 dimanches de suite dans les bureaux de vote? Emmanuel Macron voulait donc reporter ces élections, et puis en fin de compte, toute la droite s'est insurgée, Gérard Larcher, Christian Jacob, François Baroin, et voilà, et donc du coup, ça a brassé.
On l'a menacé d'un déni de démocratie. C'était pratiquement un coup d'État institutionnel. Et donc, du coup, il a renoncé au dernier moment parce que c'est impossible comment dire, de faire venir tous les députés à l'Assemblée pour faire passer une loi comme ça en une après-midi. Enfin voilà. Donc, il était trop tard pour tout chambouler dans les moments et Macron était un peu en état de faiblesse. Il n'a pas osé imposer ce report des élections. Voilà. Donc, il nous dit qu'il est important dans ce moment d'assurer la continuité de la vie démocratique. Et ma foi, on verra. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière qu'on était obligé de choisir les gens qui vont mourir et les gens qui vont vivre. Je suis tombé, j'ai eu l'occasion de parcourir plusieurs articles, La Croix, Libération, etc. Alors je vais vous dire, les Italiens sont désespérés et ils tombent comme des mouches parce qu'ils sont atteints du coronavirus et trop nombreux pour être soignés, soit parce qu'ils souffrent d'une autre pathologie et que tous les lits sont utilisés pour le coronavirus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On découvre un pays qui, pendant des lustres, avec notamment le Parti démocrate de Renzi, le mondialiste, le Macron italien au pouvoir, a déshabillé les services publics, les hôpitaux pour habiller les migrants, pour satisfaire Bruxelles, Merkel. Toujours réduire les frais, écoutez-moi bien ça. Et ne regardons pas de haut ce qui se passe chez nos voisins. Nul doute que si la France subissait la même intensité d'épidémie, c'est en train de venir, nous serions tout aussi nus. La crise des urgences a montré que, même en temps ordinaire, les médecins ne suivent pas, ils sont débordés. Alors si jamais il y a une épidémie déclarée, et c'est le cas, au fur et à mesure, ça va être l'hécatombe. Un anesthésiste de Bergame nous confie que les hôpitaux sont dépassés par l'ampleur du problème, excusez-moi, mais je suis fatigué à force. Nous sommes en situation comparable à l'état de guerre. Les médecins doivent choisir qui on va aider à vivre et qui on va laisser mourir. Pour dire les choses autrement, si vous avez plus de 80 ans ou une appendicite sur un coronavirus, le traitement qui vous réservez est le four crématoire. Du personnel médical avec parfois 30 ans de service est anéanti par les décisions difficiles auxquelles ils sont confrontés à devoir choisir la vie pour certains et la mort pour d'autres, et les nerfs craquent. Certains tombent en larmes. Même en cas de crise cardiaque, donc urgence absolue, des patients doivent parfois attendre 1 heure avant une hypothétique prise en charge. C'est une éternité dans cette situation. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Italiens? Nous devons privilégier les jeunes, car les hôpitaux sont saturés, sous-équipés. Voilà. Les statistiques sont insuffisantes pour peindre la saturation des hôpitaux italiens, l'épuisement des soignants, leur dilemme à répétition devant le nombre de patients et le manque de moyens. L'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus et son système de santé paraît au bord de la rupture. La Société italienne d'anesthésie, d'analgésie, de réanimation et de soins intensifs a publié durant le week-end un texte sur l'éthique clinique pour faire adopter face au choix tragique. Compte tenu du flux de malades qui augmente d'heure en heure, je vous en supplie, écoutez bien, du nombre restreint de lits de thérapie intensive, moins de 6 000 dans les structures publiques, et du fait que de nombreux médecins et infirmiers sont eux-mêmes atteints par le virus et en quarantaine, nous devons privilégier les jeunes et ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir. Cet horizon pénible est déjà entré dans les murs médicales. Et un médecin de Crémone s'est exprimé sous couvert auprès du journal catholique, je pense que c'est auprès de la Croix. Dans ces derniers jours, nous devons choisir qui intuber entre un patient de 40 et un de 60. Moi j'ai 63 ans, vous me voyez, moi, on va me laisser mourir. Entre un patient de 40 et un de 60 qui risque de mourir. C'est atroce, nous en pleurons, mais nous ne disposons pas d'appareils de ventilation artificielle en nombre suffisant. Voilà. Dans un premier temps, nous gardons les personnes sans oxygène, sans devoir les intuber. On leur administre des soins, un remède anti-malaria et des médicaments utilisés généralement contre le sida. Au bout de 4 ou 5 jours, la fièvre doit baisser. Alors, ils sont un petit peu vers la guérison. Ce sont le plus souvent des jeunes et des femmes. Quand la situation empire, nous les envoyons dans d'autres structures. Mais désormais, nous n'envoyons que les plus jeunes. Les anesthésistes nous demandent en effet de ne plus adresser les patients âgés qu'ils vont devoir brancher inutilement à un ventilateur pendant 15 ou 20 jours. Au début, c'était les plus de 80. Maintenant, vu la détérioration et la gravité de la situation, ce sont les plus de 70 ans. Et les personnes qui ont d'autres pathologies. Si jamais vous avez une autre pathologie, moi vous dites, celui-là, il a un doublé, c'est bon, il ne s'en sortira pas, on va le laisser mourir, c'est pas la peine. Voilà.
Même en pratique, les directeurs des hôpitaux qui disposent de structures de thérapie intensive refusent de prendre les malades les plus âgés. Voilà. Il n'y a plus de lit. Où mettre les patients? Voilà. Et ça, c'est la triste réalité qui nous attend. Donc, je vous en supplie, prenez un maximum de précautions. Prenez pas ça à la légère, parce que je m'aperçois parfois dans les entreprises, beaucoup de gens prennent ça à la légère, continuent de se faire la bise, continuent de se serrer la main, etc. Oui, moi aussi, je disais, oui, pendant ce temps, on ne parle pas du 49.3, on ne parle pas de la réforme des retraites, etc. Vous avez raison, mais ne prenez pas ce virus à la légère. Je vous ai cité, c'était peut-être un peu chiant, je m'en excuse, mais voilà, c'est des choses qu'on retrouve, voilà, si on se donne la peine de lire, de chercher. J'essaye de vous transmettre ce que moi j'ai pu apprendre en cherchant un petit peu pour que vous ayez en une vingtaine de minutes un condensé et que vous puissiez vous faire votre opinion et vous préparer à peut-être des choses dramatiques. Vous voyez, donc les gens qui ont déjà des problèmes de santé, d'obésité, de cardiaque, etc., soyez très très prudents. Voilà tout ce que je peux vous dire. De toute façon, à force de réduire les budgets du service de santé, parce que Bruxelles dit que voilà, faut pas trop, ça coûte la retraite, ça coûte trop cher, et si là, voilà, c'est toujours la recherche du profit et des économies. Voilà où on en est. C'est pourtant, voilà, il faut bien voir. Hein, il y a fonctionnaire, on est bien d'accord, mais quand on dit réforme de la fonction publique, personnel de santé, c'est quand même très important. Vous avez quand même des soins gratuits, ouverts à tous, et ben à force de réduire des lits, je crois que c'est Dupont-Aignan qui nous disait, en 20 ans, on a dégagé, on a enlevé 100 000 lits. Vous vous rendez compte? Alors que la population est vieillissante et qu'on s'aperçoit qu'il y a des pathologies comme ça. Donc, voilà. Écoutez, j'essaye de faire passer ce message avec la plus grande sincérité. Faites présentation à vous. Et puis, écoutez, je pense que dans une semaine, on aura doublé, triplé, quadruplé le nombre de morts. Et il y a des jeunes, il y a même des collégiens, des lycéens. J'ai des infos partout. Où on vous dit qu'il y a des cas de gens qui sont contaminés. Après, on ne dit pas qu'ils vont passer dans un stade gravissime. Mais quand vous êtes après dans un stade gravissime, vous avez à peu près 3% de décès. Donc, on nous a quand même raconté que 60% de la population française était en possibilité d'être atteint par le corona, d'être touché, alors d'une façon bénigne pour certains, et peut-être pour 20 ou 30% d'entre eux, beaucoup plus grave. Alors si vous comptez en disant, mettons, 10 millions de personnes vont être touchées gravement, et ben vous voyez 3% sur 10 millions de personnes, ça fait 3 000, 4 000 morts, enfin bon. Qu'est-ce que je dis, 3 000, oui, enfin bref. Vous calculerez, parce que moi je suis trop fatigué. Écoutez, merci en tout cas de votre écoute. Partagez, j'essaie de faire passer des informations le plus humblement possible en fonction un petit peu de tout ce que j'ai pu recenser. Voilà. Merci en tous les cas de me suivre. Likez, partagez, commentez, faites passer des infos si vous en avez. Et puis, ma foi, formons une chaîne solidaire. Hein. Nous sommes des résistants. Maintenant, nous devons rattraper les bêtises de nos gouvernants qui n'ont pas su prendre des bonnes mesures et qui n'en prennent toujours pas de bonnes mesures. Voilà. Je vous laisse faire votre devoir électoral demain. Soyez prudents. Allez avec votre stylo, vous présentez votre petite pièce d'identité, comme ça, personne ne touche et dessous, évitez les contacts, déjà. Et puis, vous savez très bien quel bulletin de vote je ne prendrai pas. Bien, en tous les cas, je vous remercie de votre attention. Merci, j'étais un peu long, 24 minutes, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Les médias nous baladent un peu, quoi. Voilà. Allez, en tous les cas, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, Franck Muller. Et oui, c'est de nouveau moi. Alors que je m'apprêtais à publier la vidéo que je venais d'enregistrer avec tous les conseils concernant le corona, je viens d'apprendre que le Premier ministre a décidé de demander la fermeture de tous les commerces à partir de ce soir, minuit. Ils resteront ouverts uniquement commerces d'alimentation, tabac, stations-service et pharmacies. Voilà. La situation s'aggrave. Il y a, je crois, 800 personnes de plus contaminées en une journée, une dizaine de morts.
Donc en fin de compte, tout ce que je vous ai dit il y a quelques dizaines de minutes concernant la courbe qui allait augmenter, qui suivait celle de l'Italie, ben, tout cela était malheureusement très vrai et très précis. Donc voilà, je vais rajouter ce petit bout de vidéo, je vais faire un petit montage, le rajouter donc aux 24 minutes précédentes. Comme quoi, vous voyez, c'était bien ça. Maintenant, eh ben, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Je pense que bientôt on va nous demander de ne plus nous déplacer, de ne plus nous rendre sur notre lieu de travail. Il va y avoir de grosses pertes humaines, de grosses pertes financières. On est dans la panade et je pense qu'on en a pour 2 mois. Facile. Jusqu'à ce que la courbe redescende après au niveau des personnes contaminées. Encore merci à tous de me suivre. Écoutez, partagez. Je vous demande d'être prudent et j'espère que vous aurez de la chance. À très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez forts et prudents. Merci. Au revoir.